Alors, ce qu'on va présenter, c'est la surface d'un univers culturel très ancien, très riche, très profond, qui peut être simple de prime abord, mais qui va se traduire par des principes, par des valeurs, par des règles, de façon très élaborée. Je vais rajouter quelque chose à l'introduction. En fait, peut-être simplement pour compléter ce tableau, pour ma part, je vais présenter le droit québécois donc, qui porte sur l'accès et la gestion du territoire. Donc, l'objectif, c'est un peu de montrer les difficultés qu'ont rencontrées et que rencontrent encore les Inuits quant à l'articulation de ces traditions juridiques-là. Et donc, en ce qui me concerne, donc je vais tenter de présenter un portrait, je dirais, global, général du régime québécois relatif aux ressources, à la gestion des ressources. Je dirais simplement peut-être que, compte tenu de la diversité des sources, comme je vais l'expliquer un petit peu plus tard, évidemment, c'est un portrait très général, encore une fois, de surface, si je peux dire. Et qui est également limité. Donc, c'est une étude du droit formel tel qu'il est écrit, mais évidemment, il faut distinguer ce droit formel, officiel, de la manière dont il va s'exercer, se pratiquer, puis, et donc, à partir de ce droit formel, donc, on va s'intéresser par la suite aux interactions entre les systèmes juridiques. Dans nos conversations, on se retrouve tout le temps à parler des questions Inuit, le Québec, la question de la souveraineté, tous ces enjeux-là. Ça nous habite et puis je pense que ça habite ce continent-là depuis très longtemps. Puis ça fait des années que je réfléchis à la rencontre entre Champlain et Anadabijou en 1603 à Tadoussac, toute cette rencontre-là qui était, dont Champlain parle dans ses carnets. Puis je me dis, est-ce que 400 ans plus tard, est-ce que vraiment Champlain à l'époque a compris ce que lui disait le grand chef Anadabijou? Est-ce que vraiment la société dans laquelle on vit a compris le message? Est prête à recevoir vraiment ce que les Inuits ont à dire concernant leur tradition orale, leur tradition juridique, mais aussi leur expérience de la société dans laquelle on vit et puis des sociétés successives qui se sont construites sur ce territoire-là. Je n'irai pas dans le détail de cette histoire-là. On pourrait élaborer là-dessus, mais on pourra en parler peut-être une autre fois plus tard. Je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet, là, avec les grands principes qui sont comme sous-jacents au droit coutumier Inuit ou à la philosophie du droit Inuit. J'aime dire la philosophie du droit Inuit. Des principes qui sont tenus comme pour acquis là, dans le monde Inuit. Notre étude est basé sur plusieurs récits qui ont été accumulés au cours des dernières années, là, des 30 dernières années en particulier. On aurait pu présenter ça de différentes façons, mais on la présente de la façon dont le projet de recherche est élaboré, là, autour des principes, des valeurs et puis des règles concrètes en lien avec le territoire. Premier principe, le territoire reçu en partage et habité depuis très longtemps. Alors, pour les Inuits, en général, pour les aînés en particulier, là, à travers la tradition orale, il est évident que les Inuits occupent ce territoire-là depuis l'arrivée des premiers Français, depuis l'arrivée des populations européennes, évidemment. Et que, comment mettre ça dans des mots qui sont délicats, sans dire que le Canada est illégal d'une certaine façon d'un point de vue Inuit, mais que les développements qui sont faits successifs faire en sorte que les Canadiens ne peuvent pas nécessairement revendiquer le territoire sur lequel on vit aujourd'hui, parce qu'en quelque sorte, il aurait été volé. C'est comme un principe qui est sous-jacent à la conscience historique Inuit, si je peux dire. Peut-être pas seulement Inuit. Alors, les Inuits étaient les premiers à y vivre, ils sont restés et ils vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, un territoire connu et aménagé. Alors, depuis très longtemps, nos ancêtres ont identifié les meilleures voies de circulation, les sentiers de portage, les meilleurs endroits pour chasser, pour vivre, pour se rassembler. Les Inuits ont nommé le territoire à travers la toponymie. Alors, pour affirmer qu'on possède un titre ou qu'un territoire nous appartient, il faut l'avoir connu, il faut l'avoir aimé, il faut l'avoir habité d'une certaine façon. Alors,
Il y a cette idée que les Inuits ont investi depuis des générations et des générations beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour aménager ce territoire-là d'une façon à ce qu'il ressemble à ce qui est devenu aujourd'hui. Ensuite, le territoire comme source de vie. Alors, c'est un principe fondamental de coutumier nous, c'est que ce territoire-là, c'est notre garde-manger, je ne veux pas dire un magasin, mais c'est le lieu d'où on tire toute notre vie. Et c'est une assurance aussi pour les générations qui viennent. Alors, ce n'est pas juste pour nous. Ce territoire-là, c'est pour ceux qui viennent. Alors, c'est très, très, très important, c'est fondamental. Ce n'est pas juste une idée d'accumulation dans le présent et tout ça, mais c'est une vision plus large du territoire comme source de vie. Et ce qui fait qu'on entend souvent chez les aînés ou à travers les récits la recommandation de ne jamais céder le territoire parce que c'est lui qui nous fait vivre et puis qui va faire vivre les générations qui viennent. Alors, c'est un élément fondamental. Ensuite, le territoire comme lieu d'enracinement et de la culture. Alors, pour les Inuits, c'est le lieu où est-ce qu'on est, c'est le lieu où est-ce qu'on vit, c'est le lieu où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on élève nos enfants. La langue, la culture transmise de génération en génération a été modelée à travers le territoire. Alors, sans territoire, ton identité devient vide, n'est plus la même. En résumé, sur la question des principes, alors les Inuits sont les premiers dépositaires du territoire qui connaissent d'un bout à l'autre, qui ont aménagé, et ce qui a permis à leur peuple de vivre un territoire qui imprègne la langue, la culture, l'identité. Des liens avec le territoire qui existaient avant l'arrivée des Européens, qui ont été maintenus jusqu'à maintenant. Et dans cette conscience historique qui nous, on peut dire que c'est les Inuits qui demeurent les maîtres du territoire. Et c'est eux qui ont la plus grande légitimité d'en déterminer la gestion. Tu vas encore parler de souveraineté? Oui. Oui, c'est le titre de la présentation. Il faut en parler. Oui, je peux en parler brièvement. La souveraineté, d'un point de vue Inuit, c'est vraiment comme une forme de responsabilité. On va en parler plus loin dans la prochaine section sur les valeurs, comprendre un peu les concepts pour voir qu'est-ce que ça signifie. Mais c'est un concept qui est d'abord, avant tout, politique, dans le sens qui concerne les rapports de pouvoir en lien avec le territoire. Et il y a l'idée de Tipenitam comme maître. Alors, le contrôle de maîtrise du territoire, mais posséder quelque chose amène aussi l'obligation d'en prendre soin, puis de l'entretenir, puis de le préserver. Alors, c'est une conception riche et différente de la souveraineté. C'est une autre vision. Là, ça peut être le lien avec la souveraineté. Oui, la souveraineté, peut-être. Ah. Non, je peux le garder. Donc, la souveraineté, en fait, qui est le titre donc, de cette présentation chez les Inuits, c'est une forme de responsabilité à l'égard du territoire. Donc, on prend soin du territoire, on administre, on gère le territoire. Évidemment, en droit étatique, le concept de souveraineté va prendre une autre signification. Le concept de souveraineté, en fait, va prendre plusieurs significations suivant la perspective dans laquelle on regarde, on étudie ce concept-là. Si on se penche sur le droit international, bien la souveraineté, les juristes vont le savoir dans la salle, souveraineté va être attribuée à un État qui va disposer de la personnalité juridique internationale du moment où il rencontre 4 composantes. Est-ce que l'État dispose d'un peuple, un territoire qui est gouverné par un gouvernement effectif et auquel on a reconnu finalement, qui est reconnu donc par les autres États. Évidemment, ce concept de souveraineté, c'est un fondement de l'autorité étatique sur le territoire, mais également sur les ressources. L'État affirme sa souveraineté à l'égard de la gestion du territoire, à l'égard des ressources. Donc, c'est un principe ou un fondement de l'ordre étatique. Pourtant, le terme de souveraineté va prendre une signification différente si on l'étudie du point de vue du droit constitutionnel. Par exemple, en droit constitutionnel, le concept de souveraineté
va pouvoir être, la souveraineté en fait va pouvoir être partagée, tandis que du point de vue de l'ordre international, bien, la souveraineté, elle est dite absolue. Hein. Donc, le concept de souveraineté, finalement, va prendre plusieurs significations. Donc, on retrouve une signification en droit Innu, mais en droit étatique, il va également y avoir plusieurs significations. Au Canada, donc, comme on le sait, hein, le Canada, c'est une fédération. Il y a un partage de souveraineté. Hein, donc, le fédéral et les provinces exercent chacun une part de la souveraineté interne dans l'État. Les provinces vont exercer un pouvoir législatif, le fédéral aussi, ce qui va donner lieu donc à ce partage de souveraineté. Également, il pourrait y avoir plusieurs autres formes de souveraineté, qu'on pense tout simplement à la souveraineté populaire. Donc, le concept de souveraineté, autrement dit, c'est un concept malléable et qui va dépendre du concept, pas du concept, mais du contexte par lequel finalement on l'examine. Pour en venir au contrôle de l'accès et de la gestion du territoire dans la Fédération canadienne, ce sont les provinces qui se sont vues non seulement attribuer la propriété publique, mais également la compétence de légiférer en matière de propriété et de droit civil. Hein. Donc, pour comprendre finalement l'ensemble du régime en matière de gestion et d'accès aux ressources, en matière d'accès ou de gestion au territoire, bien, il faut d'abord se pencher sur l'étude du droit commun, donc du droit civil. Par exemple, on va aller consulter le Code civil du Québec, dans lequel on va retrouver plusieurs dispositions portant sur la propriété, hein, donc propriété privée, mais également publique. En plus donc, du droit commun, il y a diverses lois de nature particulière qui vont s'appliquer. Je vous en donne simplement quelques-unes pour vous montrer là, la diversité des lois qui vont s'appliquer. La loi sur les terres du domaine de l'État, la loi sur les mines, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la loi sur le développement durable et autres. En fait, s'agissant du droit étatique, peut-être la première caractéristique, ou peut-être, je ne sais pas si on peut en faire un principe, mais la première caractéristique qui ressort de l'étude de ce régime-là, c'est que c'est un régime qui conçoit le territoire comme étant morcelable ou un territoire qui peut être finalement segmenté conceptuellement, mais également segmenté de manière physique, donc concrète, du moins qui peut finalement être segmenté spatialement, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, chaque ressource du territoire va être détachable du territoire, mais également chaque ressource va faire l'objet d'un régime juridique qui va lui être propre. Hein. Par exemple, il va y avoir un régime qui va être propre à l'eau, un régime juridique qui va être propre à la gestion des forêts, un autre qui va être propre à la gestion des mines. Donc, c'est une segmentation, je dirais, conceptuelle hein, de l'espace. Segmentation qui va remonter, là, je dirais, jusqu'aux plus hautes sphères de l'ordonnancement juridique. Par exemple, dans la Constitution canadienne, bien, c'est le Parlement fédéral qui va être responsable de légiférer sur les oiseaux migrateurs, mais ce sont les provinces qui vont être responsables de légiférer sur les oiseaux. Donc, c'est le fédéral qui va être responsable de légiférer sur la pêche, mais ce sont les provinces qui vont être responsables de légiférer sur les forêts, également sur la chasse. Hein. Donc, alors que, évidemment, tous ces éléments-là sont liés, mais dans la Constitution, dans l'ordonnancement juridique, on a segmenté tout ça. S'agissant des autres principes, puis par la suite, je te cède la parole, Pierrot. Donc, principe de souveraineté, segmentation également de l'espace, hein, donc des divisions spatiales importantes, qu'on pense aux frontières interprovinciales, internationales, municipales, régionales, la délimitation des claims, la délimitation des unités d'aménagement forestière. Donc, quand on prend une carte du Québec et qu'on superpose chacune de ces divisions-là, bien, le territoire est véritablement segmenté d'une multitude de façons. Donc, principe de souveraineté, le territoire caractérisé par une segmentation conceptuelle également physique. D'autres principes qui vont ressortir, là, je dirais, des lois,
C'est d'abord le principe, je dirais, de la liberté d'accès au territoire qui devra être garantie à la collectivité québécoise. Donc, dans à peu près toutes les lois, on va retrouver ce principe fondamental que sur les terres, notamment du domaine public, le public, finalement, la collectivité québécoise a un droit, finalement, d'accès, droit d'accès, liberté d'accès qui, évidemment, ne sera pas toujours illimité, qui pourra être encadré, soit pour l'exploitation des ressources ou autre. D'autres principes de multifonctionnalité, donc l'utilisation multiple du territoire, principe de conservation qu'on va retrouver à certains égards. On va retrouver aussi des références aux peuples autochtones dans certaines lois, donc une forme de principe de réconciliation. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Également, d'autres principes vont ressortir de l'analyse des lois, comme celui qui vise à respecter l'environnement. Ou encore celui de la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire. Je terminerai peut-être avec un dernier principe, puisque je vais sans doute y revenir là, quand on va parler des valeurs, c'est celui de la recherche, je dirais de la création de richesse à partir de l'exploitation des ressources. Donc, dans deux lois importantes, la loi sur les mines, la loi sur les forêts, la question du développement économique est extrêmement importante. Et donc, cette question, finalement, de l'utilisation des ressources comme visant à développer la collectivité québécoise est au cœur là, de ces deux régimes juridiques-là, principalement sur les mines et les forêts. Oui. Si vous avez des questions qui brûlent, ne gênez-vous pas. On n'est pas obligé d'attendre à la fin pour les poser. On va poser quelques notions de la tradition, des concepts Innu qui reflètent en quelque sorte les valeurs, de philosophie Innu. Ben, le terme... Hop. C'est correct. Non, c'est correct. Le terme Innu, au départ, on parle d'une personne issue de quelques premiers peuples que ce soit, ou un autre être humain, mais je préciserais que c'est une conception de l'être humain qui ne sera pas nécessairement similaire à celle qu'on va dire un être humain. C'est là la complexité des rapports entre les visions du monde et tout ça. Mais les Inuits valorisent ce qu'on appelle tipeni temun, la responsabilité en rapport au territoire, une responsabilité qu'on détient face au territoire. Et puis la notion, signifie le contrôle, avoir la maîtrise, gérer, administrer, être responsable, avoir le pouvoir sur contrôler, diriger, être maître, patron d'eux. Mais cette responsabilité est rendue ou s'exerce par le terme kanwinitam, qui veut dire il possède, détient, prend soin de quelque chose, dans le sens de prendre soin. Alors, posséder implique qu'on s'occupe, qu'on prend soin de la chose. Et on pourrait faire l'analogie avec l'enfant. Alors, on a un enfant, c'est notre enfant et tout, mais on a c'est pas juste d'avoir l'enfant, on le sait, là, ça vient avec beaucoup de responsabilités, une obligation de prendre soin. Ce qui fait dire que lorsqu'on a cette responsabilité, on doit agir comme gardien du territoire, kakanwenit titchet, ce qui valorise la conservation, l'intégrité du territoire et sa pérennité. Alors, c'est vraiment des concepts fondamentaux. Et alors, lorsqu'on exerce cette responsabilité, alors un terme pivot, c'est le respect. Le respect, c'est vraiment au fondement de la philosophie Innu du territoire, une valeur importante. Préserver la vie, qu'il s'agisse pas simplement de la vie des êtres humains, mais de la vie aussi évidemment des animaux, des végétaux, de toute vie sur le territoire, dans son entièreté. Et qui inclut la protection contre des gens qui voudraient s'introduire sur les territoires ou qui ne géreraient pas ou qui agiraient envers le territoire avec manque de respect. Et puis cette perspective-là, c'est une perspective qui est intergénérationnelle. Alors on ne pense pas juste une génération, mais toujours en fonction des générations qui viennent. Alors c'est central. Alors la souveraineté comme responsabilité.
Alors on se dit responsable, mais ça veut dire aussi prendre soin, conserver, respecter l'intégrité en respectant les ressources et dans une perspective de transmission. Alors moi, je me pose toujours la question, dans quelle mesure, on peut dire, est-ce que la souveraineté Innu est compatible avec la souveraineté étatique? Mais moi, j'ai tendance à poser la question à l'envers. Dans quelle mesure la souveraineté étatique telle qu'elle est conçue dans le monde où est-ce qu'on vit est compatible avec la philosophie Innu du territoire et des ressources et de la vie? Alors, c'est pas une question qu'on va résoudre aujourd'hui, mais s'il y en a qui ont des idées là-dessus, c'est toujours intéressant. Et puis, dans quelle mesure la société dans laquelle on vit est prête à accepter cette vision du monde-là et à la recevoir? Oui. Peut-être pour lancer la réflexion sur est-ce que cette conception-là est compatible avec la souveraineté de l'État? Si je me fais l'avocat de l'État, je pourrais prétendre que, grosso modo, on retrouve dans cette définition de souveraineté beaucoup d'éléments qui sont parfaitement acceptés dans la conception étatique qui vient de voir. L'État estime qu'il a la responsabilité de conserver le territoire, de le transmettre aux générations futures. Et l'idée de respecter et de conserver le territoire, ce qui ne signifie pas qu'on ne l'exploite pas, on peut très bien utiliser le territoire, les ressources, n'est pas absente des conceptions étatiques liées au territoire. Est-ce qu'il y a un antagonisme insurmontable entre la conception Innu et la conception étatique? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des antinomies qui sont inconciliables. On a beau essayer, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas coexister ou vivre ensemble, mais je pense qu'il y a des différences vraiment, vraiment profondes. Puis on va parler peut-être, ça se traduit peut-être plus par les règles, mais un élément c'est l'idée de préserver. Si on préserve une vie, c'est toujours en fonction d'un besoin humain. On ne peut pas préserver, sacrifier quelque chose juste pour le bien-être de un. Alors il y a cette exigence, cet impératif de partage. Et puis, dépendamment du type d'État, là, pour moi, c'est un élément qui est central. Ensuite, c'est l'élément de l'autorité. L'autorité de l'État est tellement concentrée entre les mains de quelques-uns, où cette concentration du pouvoir fait en sorte que c'est difficile de voir des fois, c'est inconciliable. Et cette vision aussi du territoire comme des êtres comme étant des choses. Alors ça, c'est une autre question, là, mais toute la complexité de la vie, puis tous les sacrifices qui doivent être justifiés par un besoin humain et l'exigence du partage. Puis aussi l'exclusivité du territoire. Alors, c'est pas la souveraineté Innu n'est pas pensée nécessairement en fonction de frontières qui vont être rigides, mais avec des exigences humanitaires. Mais les États aussi ont certaines des exigences humanitaires avec des traités internationaux et tout ça, mais il n'y a rien qui empêche ce que je veux dire, c'est comment on peut réfléchir des systèmes à partir de notre philosophie qui est haute. Alors pour moi, c'est ça le grand défi. Et puis, cette conception de l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui est vraiment ancrée dans des conceptions judéo-chrétiennes dont on peut tracer l'origine depuis très longtemps, avec une vision de la terre comme quelque chose à dominer, et puis ce qui justifie l'appropriation et tout ça. Bon, alors, si on va aux sources de tout ça, peut-être qu'en 1603, il aurait peut-être pu s'entendre s'il avait parlé un petit peu plus longtemps. Mais j'ai l'impression que c'est là que cet amour pour la terre, cet amour pour le territoire, il y en a qui l'ont. L'État et le peuple, c'est deux. Je vois vraiment ça comme deux choses différentes. Tu sais, c'est pas dire que les Canadiens ou les Québécois sont des gens qui sont comme leur État ou qui ont cette vision de la terre, mais bon, j'ai assez parlé de ça. Mais c'est un bon débat. Question. En fait, quand on parle de société Innu, mais est-ce que vous diriez que ce que vous venez d'exposer en termes de valeur, est-ce que ça peut être généralisé à l'ensemble des communautés autochtones? Je présume que oui, mais c'est une question. Il faudrait demander à nos amis et frères Québec en particulier ou d'autres, mais oui, naturellement que si on réfléchit le territoire, et puis beaucoup de choses qui sont similaires là, au niveau philosophique, vraiment. Là. Puis c'est aussi que le territoire, souvent on n'en parle pas dans des rencontres et tout ça, mais il y a tout un aspect spirituel très, très important là, dans le rapport avec le territoire, et puis avec les maîtres des animaux. C'est toute une vision du monde qui est encore existante, qui est encore là, mais qui ne sera pas nécessairement exposée dans le contexte académique ou dans le contexte juridique ou... c'est là qu'il y a
il y a des mondes qui ne vont pas nécessairement se rencontrer, mais c'est sûr qu'entre les premiers peuples, il va y avoir cette vision-là, cette vision intégrale là, du territoire et de la terre, là, je pense que. Ouais. Puis l'importance du respect, là, ça c'est vraiment fondamental. Avec l'idée que si on transgresse ces règles-là, bien, il va y avoir des conséquences. Peut-être qu'on le vivra dans l'immédiat, on ne le vivra pas, mais on va le vivre à long terme aussi, puisque tout est lié. Là. Je dirais que. C'est semblable à la revendication du territoire en Amérique latine. Ah. Parce que ici, il y a la même logique. Je ne sais pas si c'est pareil de ressortir de cette lutte, de cette revendication du territoire, à avoir aussi avec le fait que le territoire est menacé par le système économique libéral. C'est vraiment l'idée d'accumulation qui est, de mon point de vue, qui est incompatible. Là, on va. C'est là que ça. Des fois, les mouvements révolutionnaires de gauche, par exemple, prenons le marxisme, par exemple, qui va. Souvent, le marxisme va se traduire par une relation de domination avec la terre qui ne sera pas différente de la droite ou de la gauche. Et au sein des mouvements indigénistes, on voit aussi des formes de mimétique où est-ce qu'on va calquer on va reproduire un peu les modèles de revendication de souveraineté. Dans le cas du Québec, par exemple, Innu Québec. Alors, on va voir des fois qu'on va parler de la souveraineté, mais comme d'un point de vue étatique aussi, en voulant un peu en absorbant les concepts. Ça, c'est la dimension, c'est le colonialisme psychologique qui est très, très important. L'idée que ça n'a pas de valeur. À force de te le faire dire après 150 ans, même si tu ne le crois pas, ça devient un réflexe de ne pas nommer ou de ne pas articuler cette vision du monde-là, ce qui est une perte pour tout le monde, d'une façon. Le défi du pluralisme au Canada aujourd'hui, de mon point de vue, c'est de revitaliser, de faire revivre ou donner une voix à ces sources pour que tout le monde puisse y puiser, parce que présentement, ce n'est pas le cas. Puis d'avoir des concepts comme ça qui vont permettre de revendiquer s'il y a des pratiques traditionnelles qui conservent l'humanité. Absolument, comme la cosmovision majeure, tout ça qui, pour moi, c'est très proche. Elle enrichit ma conception. C'est différentes sources. L'idée qu'il y a plusieurs sources, pas une seule. C'est là qu'est mon problème souvent avec la conception européenne ou de l'État, c'est qu'il y a la diversité jusqu'à un certain point. C'est ça. Là. Il y a plusieurs visions du monde. Tous les systèmes des droits de l'homme se sont développés aussi à partir de la perspective étatique. Alors, quand on parle de droits autochtones, est-ce qu'on parle vraiment est-ce qu'on parle vraiment de droits humains ou c'est une autre source qui mérite d'être approfondie puis, comme philosophie aussi? Donc, quand Justin Picard dit « je suis souverainiste », on n'entend pas forcément la même chose que ce qu'il veut dire. Vous voulez dire? C'est-à-dire que lui, quand il dit « je suis souverainiste », nous, ce qu'on peut entendre, c'est « je suis souverainiste » dans le même sens que par exemple, le Parti québécois peut être souverainiste, alors que lui, dans le fond, ce mot-là ne veut pas dire la même chose forcément pour lui. C'est ça. Ouais. Non, mais en fait, ce que je vous demande, c'est dans le fond, est-ce que c'est parce que moi, quand j'ai entendu Justin Picard dire « je suis souverainiste », moi, c'est sûr que la première chose qui me vient à l'idée, c'est OK, souveraineté, donc indépendance politique. Mais en réalité, la souveraineté dans la conception Innu, c'est pas la même chose que dans nos référentiels. Il y avait un élément de provocation là-dedans aussi, c'était le jeu médiatique, là, à ce moment-là, mais ça ouvrait comme une brèche en disant il y a une conception de la souveraineté Innu. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais c'était quoi la conception que Ghislain défendait? Je ne sais pas exactement, mais parce qu'il navigue en différents mondes au niveau du langage. Mais ensuite, c'est la question de l'autodétermination. Ça, je pense que ça aussi, c'est très riche. Ça aurait été bien d'entendre Ghislain nous parler de la souveraineté d'un point de vue Innu, par exemple. Ça serait puissant. Ça va venir, évidemment, mais je pense qu'on en est rendu là aujourd'hui. Amener les concepts, les expliquer, l'autodétermination d'un point de vue Innu, la mise en œuvre. Parce qu'on parle des grands principes, des grandes valeurs, mais le défi, c'est tout le temps sa mise en œuvre sur le terrain concrètement.
c'est vraiment le défi. Puis il y a des gens qui l'ont fait depuis très longtemps, qui ont continué à le faire. Mais ça a un coût parce que c'est des systèmes juridiques qu'on a invalidés et qu'on a tenté d'effacer. Alors, les préserver, les rétablir, ben ça implique de lutter contre tout ce qui vise cette invalidation ou cet effacement-là. Tu te retrouves contre le monde entier d'une certaine façon. Tu te retrouves vers... C'est ça aussi, se dire, et nous, parce que comme Ghislain a fait, pourquoi vous ne voulez pas être Québécois? Pourquoi? Qu'est-ce que... Puis on parle de réconciliation ces temps-ci, mais les gens ne sont pas prêts de vivre l'épreuve de la vérité. Oui, elle fait mal, la vérité, mais c'est le remède. Ça doit passer par là. Il faut vraiment, puis ça implique d'écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Puis, ensuite, on peut choisir d'ignorer ou pas cette vérité-là, mais au moins on va la... Mais je pense que le remède passe par là. Puis après 400 ans, de dire vraiment qu'est-ce qui est arrivé de cette souveraineté Innu après 400 ans, ben c'est intéressant de l'entendre, je pense. Puis ça ouvre la voie à des alternatives. Mais pour faire le diagnostic, ça c'est la deuxième partie de notre recherche. Et puis j'ai passé l'été à me promener d'une communauté à l'autre depuis 1 mois et demi, et puis incluant ma communauté. Puis les gens sont très intelligents, ils font des diagnostics très, très clairs, ils savent. Puis il y a des gens qui ont tout le temps continué à se battre et puis à préserver cette vision du monde-là, cette souveraineté qui est toujours existante, toujours vivante, malgré tout ce qui s'y oppose, malgré toute la difficulté de vivre librement sur le territoire comme Innu. Mais alors c'est étonnant, la résilience de ces traditions juridiques et de leur force. Bon, je suis parti dans un grand discours, désolé. Puis on pourrait parler des cours aussi, mais on ne peut pas parler de tout. On peut être rendu aux règles, ou veux-tu parler des... Les valeurs. Ah, les valeurs avant. J'avais pas fini. Ouais, t'es rendu aux règles. Pour le droit québécois, concernant les valeurs, évidemment, comme je le mentionnais, ce sont des valeurs qui découlent de l'analyse des textes de loi et de certaines lois, plus particulièrement celles qui concernent la gestion des ressources. Donc, dans ces lois, certaines valeurs ressortent. Évidemment, moi, je suis juriste, puis faire ressortir des valeurs de loi, ça ne fait pas partie de mon travail, je dirais, quotidien. Là, donc, c'est une analyse que je ne suis pas nécessairement habituée là, de faire. Donc, sur cette question des valeurs, tout d'abord, je rappellerai que les terres et les ressources, dans les lois sur l'exploitation des ressources, sont perçus comme des biens qui appartiennent à la collectivité québécoise, ce qui va impliquer un accès pour tous, comme je le mentionnais, limité ou libre. Mais aussi, ça va impliquer la nécessité de gérer, en guillemets, en tenant compte des générations à venir et dans l'intérêt collectif. Malgré leur caractère collectif, les terres, les ressources sont aussi considérées comme étant des biens qui sont susceptibles d'appropriation, d'appropriation individuelle, soit par des entreprises ou encore des personnes, et de marchandisation, évidemment, dans le cadre d'une économie de marché. Donc, quelles seraient les valeurs qui ressortent de ce régime d'exploitation-là? Bien, essentiellement, les valeurs dominantes, ce sont des valeurs qui sont intrinsèques au libéralisme et où les ressources, finalement, sont des outils, sont utiles à l'être humain. Donc, on peut parler d'utilitarisme, de la valeur de la liberté, du collectivisme, évidemment, dans où ils sont centrés, finalement, c'est un système qui est marqué par l'anthropocentrisme. Évidemment, toutes ces valeurs s'expriment dans le cadre d'un État fédéré qui est sensiblement centralisé et qui s'inspire à la fois des traditions juridiques civilistes et de common law. Donc, toutes les valeurs qui sont sous-jacentes aux traditions civilistes et de common law vont aussi marquer, bien sûr, le régime d'exploitation des ressources. Cela dit, dans le droit étatique, en matière de gestion des terres, on va aussi retrouver des valeurs, je dirais, minoritaires qui vont venir atténuer
les aspects plutôt libéraux là, du régime. Par exemple, on parle du respect du milieu humain, environnemental et autres valeurs minoritaires de cette nature. Donc, je te céderai la parole. Pas plus long que ça? Non. Bon, par rapport aux règles, de ces récits-là, on essaie d'extraire des règles, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis il y a deux pôles, la protection du territoire, l'obligation de demander la permission d'y entrer et toutes les règles concernant la protection des ressources. Concernant la protection du territoire, il y a l'idée que chaque peuple autochtone est maître d'un territoire dont lui-même et ses voisins connaissent les limites. Alors, on connaît notre territoire, on connaît très, très bien ses limites. Et ça, c'était noté là, par les Jeux dès le départ, là, que si on ne demandait pas l'autorisation d'entrer sur un territoire, il y avait des conséquences. Puis, alors, demander l'autorisation aux personnes qui en sont responsables, et, parce que les Inuits connaissent et surveillent leurs frontières. Alors, traditionnellement, il y a plusieurs groupes qui tentent d'aller sur les territoires Inuits pour y pêcher, pour aller chercher des ressources, mais des fois, c'est pour aller chercher des femmes aussi, elles volent de femmes, toutes sortes de phénomènes comme ça. Alors, la réaction des Inuits prend plusieurs types. Il y a plusieurs types de réactions qui vont de combattre directement les agresseurs en vue de les repousser hors du territoire. Ensuite, il y a toutes sortes de stratégies d'avertissement, de provocation pour faire comprendre aux peuples voisins ou aux intrus qu'ils sont mieux pour venir en territoire Inuit. Ensuite, il y a la persuasion, toute la diplomatie, des types d'entente pour convaincre, toujours avec un souci de proportionnalité, je dirais, de minimiser les impacts sur la vie même des intrus ou des intrus eux-mêmes. Alors, si on prend le cas des Français au XVIIe siècle, c'est un cas particulier, parce que dans ce cas-là, il y a eu des formes d'entente et de négociation et d'entente, mais ça, c'est très important. Il y a l'idée que les Français n'ont pas respecté leurs paroles. Alors ça, c'est dans la tradition orale Inuit. Alors que par la suite, après l'établissement des Français, ils ont progressivement fait fi des règles Inuits et n'ont pas demandé, par exemple, l'autorisation de se servir des territoires et des rivières, dans le cas des développements au Québec, Hydro-Québec et tout ça. Alors c'est pour ça qu'on va entendre parfois que le terme voleur, par exemple, concernant les développements qui se sont faits sans le consentement. Ça ne veut pas dire que si on avait demandé, les gens auraient dit non. Les gens auraient peut-être, mais le fait de ne pas demander fait en sorte que les gens deviennent des voleurs d'une certaine façon. Alors, si cette règle d'autorisation doit être demandée et doit être respectée par tout étranger, l'Inuit, en retour, a l'obligation de respecter la vie aussi de cette personne qui va demander ou qui va venir sur le territoire. Et puis là, il y a plusieurs exemples que ça. Ça s'applique aussi entre les familles Inuits utilisant les territoires voisins. Alors, si on va sur le territoire de quelqu'un, il faut aussi demander la permission de l'autre personne. Et puis, il y a une obligation d'accommoder, d'aider, une obligation de solidarité, je dirais, entre les familles. Et de ne pas respecter, bien, il y a différentes conséquences, évidemment. Pour le point B, on pourrait continuer, il y a des centaines de récits, c'est très, très riche. Alors, j'essaie de faire un sommaire, là, ça ne rend pas fidèlement, c'est pas fidèle à sa richesse, mais en tout cas, ça donne au moins une idée. Ensuite, il y a toute une nomenclature de règles concernant la préservation des ressources. Je vais en nommer quelques-unes. De mon point de vue, c'est une conception très, très avancée de la liberté qui fait pour être vraiment libre, il faut en arriver à nourrir ce qui nous nourrit, à ce qui fonde toute notre liberté, toute notre vie. Alors, c'est une conscience avancée du territoire, si on peut dire. Alors, il y a l'éthique, ce que j'appelle l'éthique radicale du non-gaspillage. Alors, il y a toute cette... on prend seulement en fonction de nos besoins. Et puis, ce qu'on prend, ce qu'on sacrifie doit être traité avec le plus grand respect. À partir du moment où on prend la vie et tout ce qu'on fait avec les restes, c'est très élaboré, très, très sophistiqué comme régime de règles. Alors, on ne tue pas plus de gibier qu'on a besoin, évidemment. On perd tout ce qui concerne la conservation de la nourriture, c'est très important. On ne perd pas de nourriture. Alors,
Alors, ce non-gaspillage-là, évidemment, vise à protéger les ressources pour l'avenir. Et puis, ne pas respecter ces règles-là a des conséquences directes pour le chasseur. Et puis, ça, c'est clair. C'est clair, non seulement à travers la tradition, mais comme chasseur aussi, si on ne respectait pas l'animal, il va y avoir des conséquences. Ces conséquences-là viennent de différentes façons, mais du territoire lui-même aussi. Alors, c'est des lourdes conséquences pour les êtres humains. Et il y a beaucoup de règles attachées à la consommation elle-même. Alors, tout ce qu'on fait avec les restes, c'est très la peau, les tendons, les os, la graisse et tout ça. Alors, on respecte l'animal qui a donné sa vie pour qu'on puisse vivre. Ensuite, la règle du respect de tout ce qui vit. Alors, c'est l'idée de traiter dignement tout être vivant, ne pas le faire souffrir, trouver des façons de prendre la vie sans faire souffrir, et puis ne point... puis il y a toujours l'exemple de la neige. Même on n'insulte pas la neige. Même la neige, quand on prend la neige, il faut traiter la neige avec respect. Alors, toute forme de violence, d'agressivité est souvent très mal vue là, dans la tradition orale Innu en général. Alors, c'est pas quelque chose qui est... alors, le respect est très important. Ensuite, les règles de la protection des espèces vulnérables. Alors, la façon dont on chasse, où on chasse. Alors, on va tout le temps faire en sorte qu'on va donner une chance aux animaux. On va les laisser grandir, on va respecter leur lieu de reproduction. Et puis, s'il y a des animaux atteints d'une maladie, bien, naturellement qu'on va les préserver, tout ça. Alors, on laisse le temps au territoire de se régénérer aussi. On chasse un endroit, après ça, on va chasser un autre endroit. On laisse le territoire se reposer. On ne surexploite pas, finalement, le territoire. Alors, ensuite, la règle du partage qui est souvent mentionnée, qui est très importante, on en a parlé tantôt. Lorsqu'une chasse est fructueuse, bien, on partage entre les familles, on redistribue autant que possible les ressources. Alors, cette solidarité-là, souvent même, le jeune mentionnait un cas classique où est-ce que des Inuits qui étaient qui mouraient de faim pratiquement, qui n'avaient pas beaucoup de nourriture, qui donnaient à des familles qui en avaient encore plus besoin, là. Alors ça, c'est vraiment au cœur de la tradition juridique Innu, l'obligation de partage. Alors, des fois, ça peut paraître en contradiction, parce qu'il y a une obligation de préserver le territoire, mais en même temps de prendre des ressources pour le partage. Alors, c'est tout le temps une recherche d'équilibre qui peut être trouvée grâce à des connaissances précises sur comment faire les choses dans le respect. Ensuite, finalement, la règle de la transmission. Alors, le territoire est transmis de génération en génération. Alors, le grand-père ou le chef de famille va transmettre le territoire à celui ou celle, je ne sais pas, celui qui va être le plus en mesure de préserver ce territoire-là, de le garder pour les générations qui viennent. Quel type de sanction peut être Quel type de sanction peut être prononcée à l'encontre de quelqu'un qui ne respecterait pas son exploration des ressources? C'est pas tout ce qui peut être prononcé. Ah ouais, c'est une grosse question, ça. Quelle règle en particulier? Par exemple, c'est pas quelqu'un qui a fait plus de carrière qui en a besoin, il va aller estimer ça, et qu'est-ce qu'on va faire, et comment on va aménager l'histoire. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce terrain-là, mais traditionnellement, si on va chasser le caribou, il faut demander la permission avant au maître des animaux, d'une certaine façon. Alors, si on ne respecte pas notre parole, on traite mal l'animal, on surexploite, la conséquence va être désastreuse pour le chasseur lui-même et pour les nous, qui ne pourra pas avoir de permission, va manquer de nourriture, ou ne pourra plus accéder au caribou. Le caribou ne s'offrira plus à lui comme au moment où il a pu les attraper. Alors, c'est peut-être une sanction. Mais en même temps, c'est aussi au sein du groupe, ça peut être, on dit que c'est toujours su, lorsqu'on manque de respect, ça finit toujours par se savoir, hein, par rapport aux animaux. Alors, il y a la pression sociale aussi du groupe. Alors, ça peut venir de différentes formes, mais il y a une forme qui vient du territoire lui-même. Le chasseur a cette obligation-là face aux animaux eux-mêmes et à leur maître. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent en rajouter. Non? Voilà. C'est pour ça, par contre, vous avez dit, j'ai pu comprendre que pour porter à l'arbre, on éliminait une source de vie dans le système. Là, on parle des règles. Tantôt, vous avez appris vos 5 fondements sur la chasse et je veux savoir, David, si on applique ces règles-là de la préservation de ressources sur la coupe forestière, par exemple, et qu'on respecte vos 5 critères, est-ce qu'il y a
l'exploitation durable du bois au niveau de la ressource lumineuse, qui pourrait être dans le même sens que la chasse en respectant l'animal, la coupe en respectant le végétal. Vous avez dit au départ, je ne me trompe pas, on enlevait la vie ou on enlevait... J'avais compris au début que vous avez parlé de coupe là, au début de la vie française. Je comprends. Non, Peut-être une coupe de vin, là? Non, c'est pas... Non. la coupe forestière. Je pense que je n'ai pas parlé de coupe forestière. Je ne me rappelle pas. Mais c'est une bonne question par rapport aux coupes Parce que forestières. tantôt, vous parlez des animaux de chasseurs. Puis, si on prend vos 5 règles de la préservation des ressources, est-ce qu'il y a moyen de faire un parallèle dans les autres types d'exploitation des ressources que la ressource animale? Moi, ce que je pense, c'est que ça dépend de la finalité. C'est pourquoi on va faire les coupes. Tu sais, il y a tout le temps cette... peu importe ce qu'on fait, on va réfléchir, c'est quoi la finalité? Est-ce qu'on en a vraiment besoin, tu sais, de prendre cet arbre-là, de le couper, peu importe. Alors ensuite, il y a toutes sortes de rituels pour prendre l'arbre. Je trouve que ça devient très complexe, là. Finalement, tu dis, j'en couperai pas d'arbre, à bien y penser. Je ne chasserai pas. Ah, mais les gens l'utilisent encore, et puis, oui, mais en même temps, il y a une façon de le prendre, l'arbre, il y a une façon de, tu sais, puis pour quelle raison? Puis ça peut paraître un peu pieux, là, ou très orthodoxe, mais oui, c'est ça, les vieux, traditionnellement, les gens, il y a plein de règles, et puis il faut toujours, tout ce qu'on fait, c'est toujours avec cette conscience des conséquences que ça va avoir, puis, je ne sais pas si ça répond un peu à... Peut-être juste pour compléter, ça peut être utile, mais dans le corpus de sources auxquelles on a eu accès, la plupart des récits, en fait, portent sur soit des histoires de chasse ou des histoires également de relations entre les peuples. Donc, il n'y a pas, en tout cas, dans le corpus qu'on a eu, il n'y avait pas nécessairement de récit sur la coupe forestière. Donc, les règles ou les principes ou les valeurs qui ressortent de ces récits-là, évidemment qu'ils peuvent, et à mon avis qui doivent être, qui sont actualisables. Qu'on pense par exemple à la règle sur la nécessité d'obtenir le consentement ou l'autorisation des Inuits et la nécessité de protéger le territoire. C'est sûr que là, on est dans la relation entre les peuples, mais il y a une façon d'actualiser les récits tels qu'ils étaient racontés, tels qu'ils sont encore racontés. Par exemple, à l'époque, c'est sûr que le territoire qui faisait l'objet disons, de guerre entre les Inuits, les Iroquois, les Inuits, les Mi'kmaq, bien aujourd'hui, c'est pas nécessairement, bon, il pouvait y avoir des ripostes guerrières, violentes, d'agression entre les peuples. Bien aujourd'hui, la manière de défendre le territoire va être, évidemment, on ne prendra pas nécessairement les armes, mais il va y avoir d'autres moyens politiques, juridiques, on va aller en cours, on peut faire le blocage de route, par exemple, évidemment, ça s'est vu. De façon à respecter toujours la règle fondamentale qui est de prendre soin du territoire, d'obtenir la nécessité d'obtenir le consentement des Inuits avant d'exploiter, avant d'intégrer ou d'accéder au territoire. S'agissant des coupes, moi je ne me souviens pas avoir vu, comme je mentionnais, de récit à ce propos-là. Par contre, si on veut utiliser ou travailler avec les récits qui portent sur la chasse et appliquer ces règles-là dans un contexte différent. Moi, je ne suis pas Inuit, là, mais il y a certainement une forme d'actualisation. Mais je dirais qu'il y a sûrement des récits sur les... C'est une très bonne question, je la marque. Et puis les récits sur les arbres, comment... Je ne le sais pas, là, sincèrement, mais on peut faire des... on peut réfléchir à ça, mais il y a sûrement il y a évidemment des récits sur les arbres et puis sur comment le rapport avec la forêt. Tout, oui. Mais je ne sais pas. Ça, c'est des règles plus générales là, concernant principalement la chasse. Mais c'est une très bonne question. Oui, depuis le début de la semaine, il y a une préoccupation qui est véhiculée par les interventions et par les formateurs en eux-mêmes aussi. Cette idée que le droit autochtone n'est pas un droit figé, c'est un droit évolutif, dynamique, plastique, que toute notion de pureté du droit, c'est tout à fait inacceptable, que bon,
c'est un droit évident. Même ce matin encore, on a insisté beaucoup sur le droit coutumier vivant. Les récits des aînés qui ont été repris dans les années 60, 70, 80 parlaient d'une époque où il y avait une vie de la communauté sur le territoire, et ainsi de suite. Le droit vivant Innu en 2016, est-ce qu'il reflète bien dans la pratique des acteurs eux-mêmes, des acteurs Innu, de toute génération, on parle pas uniquement des premiers, est-ce qu'il reflète la vitalité de cette infrastructure normative-là dans la vie quotidienne des acteurs, dans leur rapport au territoire? Ben, première chose, pour moi, ce qui est Innu et ce qui n'est pas Innu, c'est clair. Puis plus on parle avec les gens, on parle avec les aînés. Cette idée, d'évolution, on l'a traduit, mais on ne réinventera pas c'est quoi d'être Innu, là. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est clair que c'est transmis. Donc, il y a une essence Innu. Il y a une philosophie Innu. Il y a une vision du monde, comme il y a une philosophie grecque, ou il y a une philosophie hindoue, il y a une philosophie musulmane. Il y a des différentes philosophies. On parle d'une civilisation. Là. Tu sais, on parle d'une très complexe, très ancienne, avec des récits. On ne réinventera pas le récit de Chagapesh. On peut le raconter, on peut donner des variantes, mais c'est Innu ou ce n'est pas. Il y a des façons d'être, une façon de se comporter, une identité. Première chose. Deuxième chose, si tu veux vivre en fonction de ce droit-là et cette conception-là d'être Innu, ben, tu vas payer les conséquences. Puis les conséquences depuis 150 ans sont terribles. C'est des conséquences terribles. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, si tu veux vivre comme un Innu aujourd'hui, ben, ta banque va t'appeler, ben là, après 2 semaines ou 3 semaines, tu sais, les contraintes sont tellement immenses, puis ça fait un mois. Partout, les gens parlent de la même. Si tu es une gardienne de territoire, une femme Innu gardienne de territoire, et puis là, tu essaies de préserver ce que ton grand-père ou ton arrière-grand-père t'a transmis. C'est ce qui te reste d'une petite part de territoire, et puis tu veux amener tes petits-enfants pour qu'ils... Bien là, tu vas avoir... il arrive une bûcheuse, puis là, il faut que tu repousses ça. Tu es tout le temps en train de te battre pour préserver cette vision du monde-là. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein. Alors... Oui, le droit Innu existe, il est toujours vécu dans le cœur des Inuits, mais de façon cachée. Il faut que tu te caches, c'est marginalisé, c'est quelque chose qui est dévalorisé, puis incluant par une partie de notre propre population qui vit ce colonialisme psychologique avec l'idée que ça n'a pas de valeur, ces récits, cette tradition-là n'a pas de valeur. Alors, on ne peut pas reprocher aux Inuits, parce que c'est des effets de toute cette domination. Ça inclut à l'intérieur, parce qu'on vit avec on voit la question du statut. Alors déjà, notre identité, par un numéro qui nous est tatoué. Ensuite, notre territoire, ça devient une réserve. Un conseil de bande qui est là pour nous exterminer. Au fond, la structure, là, je ne parle pas des gens qui travaillent et tout ça. Tout ça basé sur une politique de l'oubli où est-ce qu'on va tout effacer pour créer une civilisation supérieure, purifier l'Amérique du Nord de ces races mongoliennes dangereuses et tout ça. Alors, tu sais, on vit encore dans ce système qui a été créé à partir de ces paradigmes. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on est traumatisé, puis d'affirmer d'être Innu, d'affirmer cette philosophie-là, puis là, on se fait taxer souvent d'être irréaliste, utopique ou essentialiste. Mais pour moi, c'est anti-essentialiste dans la mesure où c'est de la transmission culturelle. Ça n'a rien à voir avec la génétique, de mon point de vue. Ça n'a rien à voir avec le sang, avec tous ces concepts-là racialisants, mais c'est de la transmission culturelle. C'est des informations c'est une science. Puis je parlais avec un aîné, ça fait un mois de ça, justement, il me disait, Innu, il faut revenir à l'Innu Etun. C'était la science Innu, la cosmogonie Innu. Il ne faut pas regarder juste les pratiques et tout ça, mais comprendre la vision du monde, les grands récits, pour comprendre quelles sont les règles et puis comment les articuler. Mais encore une fois, le défi, c'est de le mettre cette mise en œuvre d'un droit qui a d'autres sources, qui est sui generis, qui est une autre vision du monde. C'est tout un défi. OK. Jimmy, ça te tente-tu de nous dire un petit quelque chose? Mais en micro, à politique, ce que je comprends, c'est que la nation est dans un processus de remettre en valeur ces droits-là qui continuent d'exister à travers le temps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autorité
affirmer comme des droits et éventuellement les appliquer parce que je pense que différentes communautés, je ne sais pas si... Ouais, faut faire, ça, c'est dur. Le portrait est immense, là. Ouais. Et puis, il faut aller du cas par cas. Moi, je peux parler de mon expérience. Jimmy peut parler de son expérience. Il y en a d'autres qui peuvent parler de leur expérience, là. Mais c'est beaucoup de questions. La question de l'autorité au départ, d'où vient l'autorité? Alors, il y a toute la question du conseil de bande à l'intérieur de la communauté. Puis là, c'est les conflits entre sur le territoire traditionnel versus la réserve, le conseil de bande versus les modes traditionnels de gouvernance, les chasseurs, l'affirmation des chasseurs, leurs droits. C'est des grandes questions, là. Mais oui, il y a des gens qui continuent dans toutes les communautés à affirmer leurs droits comme Innu, comme chasseurs. Une autorité qui est transmise de génération en génération, puis une autorité qui vient avec les connaissances aussi. C'est pas juste c'est pas de l'autoritarisme, je dirais, mais c'est tenter de préserver ce contrôle, pour protéger le territoire, protéger les lieux. C'est très difficile, là. Si on s'oppose à un barrage, une minière, les coupes, c'est tout ça, c'est sur tous les fronts, là. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux dire, c'est très, très lourd. Pour ceux qui... on connaît plein, mais c'est fatigant. C'est fatigant. En principe, c'est super, mais quand tu es face à une minière, quand tu es face à des pétrolières, quand tu es face à... puis les ennemis ne sont pas toujours à l'extérieur, c'est à l'intérieur aussi. Comme j'ai ennemis, mais dans le sens que il y a des gens qui ont absorbé, qui ont intériorisé le racisme, alors ils ont cette idée que c'est mauvais. C'est pas bien non plus c'est comme si on retournait en arrière en affirmant cette souveraineté ou cette conception du monde. Ça va contre le progrès, ça va contre la civilisation. Il faut être réaliste, il faut avancer. Vous voyez un peu la... Mais ce qui est contesté, de mon point de vue, ce n'est pas la technologie en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait, les finalités ultimes de ce rapport au territoire, qui est une conception de la vie qui est complètement différente. Une société de consommation, une société où est-ce que les rapports humains ont peu de valeur, de moins en moins de valeur, où la Terre est quelque chose d'abstrait qu'on exploite pour ça. Tu sais, c'est pas des conceptions qui sont conciliables nécessairement. Alors, comme Innu, sur le territoire, tu le vis, ça. Tu le vis dans ta famille, avec tes frères, avec tes oncles, hein? On est toujours pris là-dedans, quand tu es là, au front, là, sur le territoire. Tu essaies de défendre ton petit territoire de chasse. Moi, ma question, c'est où je vais aller chasser avec mes enfants? Où est-ce que je vais aller pour être tranquille avec mes enfants? Puis tu y vas pas le 2 semaines où tout le monde est dans le bois, parce que c'est comme tout le monde va à la guerre, là, avec les chasses l'orignal et tout ça. Fait que là, tu attends, tu y vas un moment où le monde ne sont pas dans le bois. Mais là, tu arrives, puis il y a déjà des pancartes, parce qu'il y a un gars qui s'est mis une cache. Puis ça peut paraître surréaliste, mais concrètement, sur le terrain, c'est ça que les... Puis en plus, la réserve qui fait que souvent, pour aller dans le bois, il faut avoir un 4 roues, c'est pas tout le monde qui a un avion pour y aller non plus. Alors, tu sais, le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de travailler pour pouvoir aller passer du temps dans le bois? On est tous confrontés à tous ces dilemmes-là. Je ne sais pas si ça répond un peu, là. Des contraintes. Sûr. T'es rendu à... On parle, notre première partie de notre projet, c'était sur vraiment, on étudiait du mieux qu'on pouvait la tradition juridique Innu et le régime, et de l'autre côté, le droit étatique et tout ça. Alors, c'était très intéressant comme conversation. Là, présentement, on fait un diagnostic. C'est quoi les interactions entre ces systèmes-là? Et puis, pour en arriver à qualifier ces interactions-là. Alors là, c'est pour ça que je fais des rencontres parler avec des gens, autant de Natwachish, aller jusqu'à Mastoyage, dans toutes les communautés Innu. Des femmes aînées, des gardiens, des chasseurs, des anciens négociateurs, des politiciens, des jeunes, toutes sortes de monde. Tu sais. Essayer de voir qu'est-ce qui sort. C'est quoi vraiment ces interactions-là? Comment les gens perçoivent, comment les gens vivent leur rapport avec le droit étatique d'une certaine façon. Et puis là, on s'était dit qu'on ne voulait pas trop révéler, parce que c'est encore préliminaire, mais je vais vous le dire quand même, quelques petits exemples, mais c'est pas plaisant à entendre, d'une façon. Tu sais, comme, si on parle du processus, par exemple, processus de négociation à Natwachish au Labrador, tout ce processus pétapen qu'on appelle de négociation. Alors, il y a des gens qui vivent ça depuis plusieurs années. Alors, le terme qui a été qualifié, pour qualifier ce processus-là, c'est une forme de fraude. Où est-ce que par tous les moyens possibles, on va faire en sorte que les Inuits vont consentir à céder un territoire
à l'État. Alors, puis à travers ça, on s'intéresse au processus, on s'intéresse aux acteurs, on essaie vraiment de faire un portrait exact de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, avec tous les lobbies, toutes les forces qui entrent en jeu et dans ces interactions. Alors, l'exemple de fraude, par exemple. Dans le cas de... Alors, sur la côte, où est-ce qu'il y a des barrages hydroélectriques, que ce soit à Equanichit, à Mingan, ou que ce soit à Pessamit, ou dans les autres communautés où est-ce qu'il y a eu des grands développements hydroélectriques, les gens ont le sentiment, c'est le terme « vol » qui va sortir, hein, avec l'idée qu'il n'y a pas eu de consentement. Alors, il y a tout le temps cette idée-là qu'il y a eu un vol, il y a eu une injustice, une usurpation, d'un point de vue inou. Hein? Alors, et un autre terme qui, lui, je pense qu'il en dit long, par exemple, c'est des femmes, des gardiennes de territoire qui vont parler d'une certaine façon de viol. C'est-à-dire qu'on a un territoire qu'on aime, qui nous a été transmis, on essaie de le préserver, et il y a des intrusions de toutes sortes. Que ce soit des chasseurs ou que ce soit des compagnies forestières et tout ça. Alors, les gens ont ce sentiment, ils aiment tellement le territoire, c'est une relation passionnelle, c'est une relation d'amour avec ce territoire-là ancestral. Alors, il y a ce sentiment de viol qui vient d'un non-consentement, et puis toute cette idée. Alors, l'idée de consentement revient souvent, là. Puis c'est très populaire au Canada, on parle de consentement des peuples autochtones, mais jusqu'où on peut dire non comme premier peuple, pour moi, c'est une grande question. Puis, si on regarde les antécédents au Canada, j'ai tendance à ne pas trop avoir d'attente que les gens vont respecter respecter le consentement. C'est comme les droits autochtones, on en parle, puis moi, je compare ça, je ne veux pas encore amener l'idée de viol, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire violer ou de se faire abuser, puis là, tout le monde va crier « Ah, madame a des droits, madame a des droits », mais personne ne va intervenir pour arrêter cette maltraitance. Puis c'est vraiment ce qui se passe d'une façon, non seulement envers le territoire, mais envers les premiers peuples, de mon point de vue. Alors, c'est un diagnostic qui est dur, mais qui concerne toute notre société, parce que ces développements ou ces actions, que ce soit des gouvernements ou des grandes corporations, se font au nom du peuple aussi, hein, au nom de la société dominante. Et puis les conséquences, c'est nos enfants qui vont les avoir. Alors ça vaut la peine, je pense, d'écouter attentivement la voix des gens sur le territoire, vraiment tel qu'ils vivent, comment ils perçoivent le rapport avec le Québec, comment ils perçoivent le rapport avec le Canada. Et puis c'est d'autant plus riche que c'est après 400 ans, on commence à voir un peu comment ça, comment ça marche, comment ça s'enligne. Mais c'est évident que c'est pas évident, c'est pas plaisant à entendre, mais c'est le remède, de mon point de vue. Comment s'obtient le consentement libre? Et est-ce que le veto, si veto il y avait, serait irrévocable? Ouais, ça, c'est une grosse question, là, la question de l'autorité, parce qu'avec la question des conseils de bande, des conflits à l'intérieur et tout. Mais là, ça pose la question de la démocratie au sein des communautés mêmes. Là. De mon point de vue, c'est très important parce qu'il y a des grandes injustices. Moi, je travaille depuis plusieurs années maintenant à documenter vraiment c'est comment le colonialisme a affecté, c'est traduit par des formes d'autoritarisme, et puis ils appellent les tyrannies intérieures là, qui viennent des traumatismes. Ça, c'est une grande question qu'il faut traiter avec nous-mêmes. Mais la question du consentement, elle doit se faire de façon... à l'intérieur des communautés, de mon point de vue, ça doit inclure les grands-mères. Parce que les grands-mères, c'est ceux qui sont exclus ces grands-mères disparues. Pour moi, c'est fondamental. Le rôle des femmes dans la gouvernance, dans la prise de décision, c'est crucial. Pour moi, c'est fondamental. Alors, c'est là qu'il y a le plus grand vice de consentement au sein même de nos communautés. Ensuite, c'est par l'écoute, par le respect, l'écoute... vraiment authentique. Et ça inclut de se faire dire non aussi. Puis ça, c'est la question du non-développement. Alors ça, c'est une autre question, là, évidemment. Mais il y en a plusieurs qui ont dit non, qui ont dit non depuis très longtemps aussi. Puis ça n'a jamais été respecté. Alors pourquoi aujourd'hui, c'est la question des gouvernements ou des entreprises, c'est comment on va façonner, Puis le Canada a développé une science dans l'obtention du consentement des premiers peuples dès l'origine des premiers traités. Alors, c'est devenu une science. Et puis, le régime de la loi ces Indiens, entre autres, le régime des conseils de bande, était conçu où est-ce qu'on va mettre nos votes, on donne tout le pouvoir à un chef, puis le chef qui, lui, peut
éteindre nos droits. Alors, c'était utilisé depuis des années pour obtenir un consentement, pour avoir une cession de terre et éteindre les droits. Alors, c'est pour ça qu'on est vraiment pris dans un système qui sur tous les fronts, essaie de nous faire consentir à notre propre abus. Alors, c'est le modèle de l'abuseur. On fait face à un abuseur qui est l'État canadien depuis 150 ans, puis c'est systématisé, c'est légitimé, puis comment... C'est une des raisons pourquoi ce projet-là est si important, comment dire les choses comme elles sont, puis essayer de réfléchir à une autre forme d'autres pratiques qui seraient respectueuses des droits humains au minimum et qui pourraient considérer les générations qui viennent. Alors oui, c'est une question qui est Innu, mais la question du territoire et la question humaine, pour moi, ça concerne toute la société. Pas juste les Inuits, mais des fois, on a tendance à porter cette lutte-là, peut-être parce qu'on a peut-être été plus abusés que les autres, puis que, un peu des orphelins de toute cette Amérique. Mais ouais. Par deux fois, vous avez mentionné le fait que les conseils de vente soient une forme d'institution démocratique qui ne représente pas vraiment la volonté de l'ensemble des Inuits. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, vous avez eu des commentaires ou des idées par rapport à un système alternatif ou une solution à ce problème-là, finalement? Si on prend l'article 91-24 de la Constitution, là, le statut indien, la réserve, ensuite, la logique qui suit après, c'est le conseil de bande. Tout ça avec l'intention de complètement éliminer, de faire en sorte. La réserve était un lieu de biodégradable, parce que ça ne devait pas durer, là, ça devait disparaître dans peu d'années. Et le conseil de bande, finalement, tu concentres le pouvoir et tu le donnes aux bons Indiens, qui, eux, vont faciliter l'auto-effacement, je ne sais pas comment, l'auto-génocide, appelons ça comme on veut, là. Alors oui, à travers le Canada présentement, moi je pense que c'est important de se replonger. Là, on le fait pour le territoire, mais on pourrait faire exactement le même exercice pour la gouvernance, la prise de décision. Et puis il y a des processus qui sont très anciens depuis très longtemps, le cercle. On connaît déjà Puis il y en a qui le font. Je vois des choses au Canada un peu partout, de la Colombie-Britannique aller jusqu'au Québec, où est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut commencer à réfléchir à l'extérieur, même développer des nouveaux modes de gouvernance. Mais puis ça se fait à travers la recherche, ça se fait à travers des mouvements, différentes communautés qui décident de briser. Je voyais là, des chefs des aînés en Colombie-Britannique qui ont démis des chefs héréditaires à cause qu'ils avaient donné leur consentement au projet de pipeline, par exemple. Tu sais, c'est des exemples, mais il se passe vraiment quelque chose présentement là, dans toutes les communautés. Mais je pense que c'est le défi numéro un, c'est de réfléchir le système dans son ensemble. On parle de 620 communautés. Des réserves qui étaient là pour effacer complètement. Alors, comment réfléchir la réserve comme un lieu de vie, comme un autre type de communauté? Alors, c'est difficile parce qu'en perdant la mémoire, en effaçant la mémoire, on efface aussi on enlève les capacités d'imaginer quelque chose. On a tellement absorbé ce statut-là, cette réserve-là, qu'on pense que les choses ont toujours été comme ça, puis elles vont toujours l'être. Et quand on commence à creuser un petit peu dans la tradition orale, on commence à se réapproprier notre philosophie, là, on retrouve notre imagination. Et puis, c'est pas dur d'imaginer meilleur. Mais c'est très difficile, parce que le système favorise l'autoritarisme. Et puis, le ministre garde toujours le pouvoir de démettre le chef. Alors, c'est vraiment fait pour qu'on ait un chef qui n'ait pas de pouvoir, qui soit affaibli. Puis, nos institutions politiques sont financées par le gouvernement fédéral en grande partie. Alors, c'est un défi politique. Mais encore une fois, si on revient à la base, et puis, je pense que si on écoute les aînés, si on écoute les grands-mères en particulier, on crée des espaces où les gens peuvent vraiment réfléchir. Au moins, on va avoir une direction. On peut utiliser les outils, mais qui aillent dans la bonne direction tranquillement. Même ce qui existe déjà, on peut l'utiliser à d'autres fins. Mais cette vision-là, sur vers quoi on doit aller, je pense qu'il faut retourner à la base, puis à ceux qui connaissent le problème, puis qui connaissent aussi la solution. Là. Ils sont vraiment là, les solutions. Les gens connaissent très bien. C'est ça qui me surprend tout le temps, à chaque fois que plus tu creuses, tu dis les gens sont d'une intelligence...